Salut, c'est Lucky. Journal de bord du projet Droid, on est le 13 décembre 2020. Aujourd'hui, on va faire de la science. Yes, science! Quand j'ai acheté mon moteur, j'ai regardé sur le site du fabricant, j'ai regardé sa documentation et il y avait plein de paramètres dans cette documentation. J'ai basé ma décision sur ces paramètres. Par exemple, je voulais un moteur avec le plus de couple possible, donc un petit kV. Donc là, il a 240 de kV. Et donc, ce serait intéressant de comparer la réalité à la théorie. Et pour ça, je vais faire une petite expérience. Pour faire ça, il me faudrait un banc de métrologie avec des appareils calibrés. Dans mon cas, je vais faire vraiment avec les moyens du bord, donc il y a de grandes chances que les résultats que je trouve soient quand même pas très précis et assez loin de la réalité. C'est toujours intéressant de constater des lois physiques, des propriétés de l'objet qu'on étudie en pratique. Dans mon cas, j'en ai déjà parlé, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la constante de couple du moteur. Donc le but de l'expérience, ça va être de retrouver cette constante de couple. Avant de vous en parler, il faut que je vous explique un peu plus ce que c'est le couple d'un moteur. Le couple, c'est l'équivalent d'une force, mais pour un système en rotation. Et ça s'exprime en newton-mètre. Une force, ça s'exprime en newton, et le couple, c'est en newton-mètre. Et pourquoi ça? En fait, ça a à voir avec le bras de levier. En fait, c'est quand on applique une force à une certaine distance d'un centre de rotation, et bien en fait, le couple qui est subi au niveau de l'axe va dépendre de la distance et de la force. Et donc si on regarde dans l'autre sens, si c'est le moteur qui applique un couple, la force qu'on va voir au bout du bras de levier, elle va être proportionnelle au couple, mais inversement proportionnelle à la distance. Et oui, et du coup, plus le bras est long, et moins le moteur aura de force. Prenons un cas simplifié statique. Imaginons que le robot est assis. On va regarder le genou du robot au moment où on veut se lever d'une chaise, par exemple. Donc on considère que le genou du robot est perpendiculaire au sol, et donc on a un angle de 90 degrés entre le sol et la gravité, et on imagine qu'on a une masse équivalente au bout du bras, qui correspond à la masse du robot. Et donc la question qu'on va se poser, c'est quelle est la masse qui peut compenser son bouger? Quand la masse subit la gravité, la force qui s'applique, c'est juste mg. En cumulant tout ça, on en déduit que la masse que le bras est capable de supporter est proportionnelle au couple et inversement proportionnelle à la distance. Et donc quand on trace ça sur une courbe, on peut le voir. Donc j'ai rentré le couple max vraiment possible du moteur, et donc vous voyez que c'est inversement proportionnel. Et notamment si on prend mon bras que j'ai mis là sur le banc de test, qui fait 20 cm de long, vous voyez qu'au max du max, le moteur est capable de porter 500 grammes. Et en plus, il faut savoir que sur un moteur électrique, comme ça, sur un brushless, en fait, il y a deux maximums de couple. Il y a ce qu'on appelle le couple nominal, qui est le couple qu'il est capable de maintenir constamment, sans chauffer. Et il y a le couple maximum instantané, qui lui est plus élevé, qui peut être beaucoup plus, mais qui, si on y reste trop longtemps, en fait, le moteur va surchauffer et littéralement les phases vont fondre. Et donc on est capable d'accéder à cette réserve de puissance, mais seulement pour des mouvements très rapides. Et en fait, pour de la marche robotique, c'est assez intéressant parce qu'en général, les pas, ils sont assez courts. On peut exploiter intelligemment ce couple maximum sans faire cramer le moteur. C'est tout un art, ça demande beaucoup de maîtrise de son système. Dans mon cas, je vais limiter volontairement le couple max dans la carte moteur, qui sera inférieur à ce que le moteur est vraiment capable de supporter pour être sûr de ne pas l'endommager. Donc la relation que je vous ai montrée tout à l'heure, on peut aussi l'écrire sous forme de courant, parce que le couple c'est juste le courant fois la constante de couple. Et donc vous voyez qu'on a une jolie relation linéaire entre la masse et le courant. Le but de cette expérience en fait, ça va être d'appliquer différentes consignes de couple connues et de regarder la force en sortie. Ça va nous permettre de tracer des points et normalement ça va nous faire une jolie droite. Si on prend les bonnes unités, la pente de cette droite correspondra à la constante de couple. Et donc qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mesurer une masse qu'une balance? Donc j'ai fait un petit montage, j'ai rajouté du code pour envoyer des consignes de courant au moteur et afficher le courant mesuré, et j'ai aussi mis la constante de couple en théorique en dur pour voir le couple équivalent. Et à la fin, on obtient ça. Ça me rappelle vraiment les TP de physique au lycée où on rentre nos données dans un Excel. Et donc vous voyez que c'est complètement aligné. Donc en abscisse, on a IQ, c'est la consigne de courant. Et derrière, le moteur, lui, il prend cette consigne de courant et il mesure le courant qu'il y a vraiment dans les phases grâce à des résistances, qu'on appelle les résistances de Shunt. Comme je connais la masse qui est affichée sur la balance et la longueur du bras, je suis capable d'en déduire le couple qui a été mesuré. J'ai tracé la courbe qui relie les deux et ça nous fait une jolie droite. Et donc on voit bien que à chaque consigne de courant, on va avoir un couple qui est proportionnel à la consigne. En faisant une régression linéaire, je peux demander au tableur de me trouver l'équation de la courbe et donc de la pente. Et donc là, je trouve une constante de couple de 30 millNm par ampère. Et du coup, je suis un peu déçu parce que mon moteur, il a un kV de 240, et donc si on convertit ça en constante de couple, ça nous donne une constante de couple d'à peu près 40 millNm par ampère. Il fait quand même un taux d'erreur de 30%. Et du coup, comment on justifie cette différence? Bon, déjà, je suis quand même content parce qu'on voit bien la relation linéaire, donc déjà, les lois de la physique sont valides, c'est cool. Et ensuite, la différence, elle peut s'expliquer par plein de phénomènes, simplement la calibration de la balance, par exemple,
ou la précision de la balance. Mon montage est quand même vraiment foireux. Il y a des flexibilités dans le support en plastique, donc ils peuvent absorber une partie du coup. C'est vraiment un montage complètement à l'arrache, donc c'est pas étonnant qu'on trouve autant de différences. Donc voilà, c'est tout pour le TP. La conclusion, c'est quand même que si je prends des moteurs tout seul en direct drive, je serais incapable de faire bouger mon robot. Parce que les moteurs n'auront pas assez de force pour mettre en mouvement toute la masse du robot. Donc il va falloir qu'on trouve un mécanisme pour augmenter la force du moteur. Et c'est là qu'interviennent les transmissions mécaniques. Et ce sera la dernière pièce manquante du puzzle pour concevoir notre actionneur. Ce sera le sujet des prochaines vidéos. Transmission terminée.